D'accord. B. Donc, la dernière fois, nous avons vu la gestion des utilisateurs. Aujourd'hui, on va voir les permissions étendues et les attributs du système de fichiers. Donc, à part les droits d'accès les permissions d'accès que vous connaissez, donc notamment read, write, exécute, il y a d'autres droits pour les fichiers et les répertoires, hein. Donc, on va voir ces droits qu'on appelle droits étendus. On va commencer par les droits SUID et SJID. Donc, en fait, si vous vérifiez les permissions du fichier /etc/passwd qui est utilisé pour enregistrer les utilisateurs, vous allez trouver que ce fichier, il est accessible. Donc, je vais l'éditer ici. Donc, ce fichier, il est accessible en lecture et donc si je fais ls-l /etc /passwd, donc vous allez voir que ce fichier est accessible en lecture-écriture pour le propriétaire qui est l'utilisateur root et en lecture pour le groupe et en lecture pour les autres utilisateurs. Il n'y a que l'utilisateur root qui peut modifier ce fichier qui contient les utilisateurs. D'accord? Mais lorsque j'utilise la commande passwd en tant que simple utilisateur, je peux changer le mot de passe. Je peux, à l'aide de cette commande que j'ai lancée à l'aide du simple utilisateur, accéder voilà, manipuler ce fichier. D'accord? Et même chose pour le fichier shadow, hein, /etc/shadow. Donc, si je fais un instant, donc si je fais ls-l /etc/shadow, donc le fichier qui contient les mots de passe, vous voyez que le fichier, il appartient à l'utilisateur root et au groupe d'utilisateurs root. Maintenant, il n'est pas accessible ni en lecture ou bien écriture pour tous les autres utilisateurs à part l'utilisateur root. Or, si je change le mot de passe en tant que simple utilisateur, ces fichiers vont être donc modifiés. Donc, comment ça se fait que un simple utilisateur qui lance une commande, donc lorsque vous lancez une commande, elle hérite les droits de celui qui l'a lancé. Comment ça se fait que on peut changer ce fichier? C'est grâce à une permission étendue qu'on appelle SUID. Donc, si je fais maintenant ls slash, je vais vérifier où se trouve la commande passwd. Donc, where is passwd? Donc, dans /user/bin. Donc, si je fais ls-l /user/bin/passwd. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici pour les permissions? Monsieur, Le- l'exécution الجروب الأدرس موجودة L'exécution, موجودة في الجروب الأدرس. pour la commande passwd maintenant, c'est pas pour le fichier passwd. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? مع ايش مشكلة؟ C'est ça. Donc, comme a dit votre camarade, il y a un bit qui a la valeur S. Normalement, ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve X. D'accord? Alors, l'année S, c'est pour dire cette permission spéciale qui s'appelle SUID, et c'est pour dire celui qui va lancer la commande, ou l'utilisateur qui va lancer la commande passwd, il va hériter les permissions de son propriétaire. Donc, le propriétaire de cette commande, c'est l'utilisateur root. D'accord? Si n'importe quel utilisateur lance cette commande, il va hériter les privilèges de l'utilisateur root. Donc, la commande
elle peut modifier le fichier /etc/shadow et le fichier /etc/passwd. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Donc, je répète, donc cette permission étendue, elle est utilisée pour les fichiers exécutables. Et son rôle, c'est de prêter les privilèges du propriétaire de l'exécutable à ceux qui la lancent. Celui qui lance l'exécutable, il aura les permissions du propriétaire du, de l'exécutable. D'accord? Donc, je reviens au cours. Donc, le champ S, comme j'ai dit, c'est un bit qui est utilisé pour donner les droits du propriétaire. Et il y a un autre bit, voilà, droit étendu qu'on peut affecter, c'est le SJID. Alors, le SJID, c'est pour le groupe. Maintenant, c'est si on change le bit SJID du groupe, tous les membres du groupe, voilà, le groupe qui va lancer la commande va hériter les permissions du groupe propriétaire. D'accord? Le SUID, c'est pour hériter les droits de l'utilisateur, ou le SJID, c'est pour hériter les droits du groupe. Est-ce que c'est clair? C'est le même fonctionnement, sauf que le SJID, c'est pour le groupe. Ben, et donc ça, c'est si on applique ce droit étendu sur un fichier exécutable. Il y a une autre utilisation pour le bit JID, voilà, on l'appelle GUID, lorsqu'on l'applique sur un répertoire. Donc, si on applique ça sur un répertoire, ce bit, il a un autre comportement. Donc, je vais l'expliquer. Donc, si on a plusieurs utilisateurs membres d'un seul groupe, d'accord? Imaginez, vous êtes en train de travailler sur, par exemple, le projet Java, et vous avez donc un groupe d'utilisateurs, vous avez créé un répertoire partagé pour tous les membres du groupe. Les utilisateurs qui sont membres du groupe Java, ils peuvent accéder à ce répertoire et le modifier. D'accord? Donc, le problème, c'est que si un utilisateur crée un fichier, le fichier, il va appartenir à son groupe primaire. Et ce n'est pas à son groupe secondaire, le Java. Du coup, je vais aller à un répertoire où les permissions accordées sont pour le groupe Java, mais les fichiers dans ce répertoire, ils appartiennent à plusieurs groupes primaires différents. D'accord? Donc, si on applique le droit GUID, donc là, tous les fichiers créés dans ce répertoire, ils vont appartenir au groupe propriétaire de ce répertoire, au groupe primaire des utilisateurs. D'accord? Est-ce que c'est clair? نجم تعاد هنا هذه monsieur. Ben, oui, je vais la répéter. Ben, donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment modifier le bit, comment ajouter la permission SUID et GID et SGID. En bas, je vais réexpliquer tout ce qui est répertoire. Hein. Maintenant, si on applique ça sur des répertoires. Donc, je vais revenir à notre terminal. Et je vais répéter l'exemple. En bas, je vais faire un exemple pour le cas où on applique ça sur un répertoire. Donc, ce que je vais faire, donc, comme j'ai dit, si je fais la commande passwd en tant que simple utilisateur, je vais pouvoir changer de passe. Donc, je vais taper un mot de passe. Donc, il faut que je tape
passe actuel et je tape le nouveau mot de passe. J'ai donné un mot de passe facile. Donc, vous voyez que le mot de passe a été changé. D'accord. Ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le droit étendu et je vais refaire la même chose. Donc, comment enlever le droit étendu? C'est à l'aide de la commande chmod. Donc, chmod, et je vais mettre u, moi, qu'est-ce que je vais enlever ici? De la commande passe X. moi, s. S. D'accord. De la commande slash user slash bin slash pass wd. D'accord? Bien sûr, je dois être super utilisateur. Hein. Un simple utilisateur ne peut pas modifier ses droits. Donc, je vais mettre chmod u moins s slash user slash bin slash pass wd. D'accord? Donc, si je fais ls-l slash user slash bin slash pass wd, donc vous allez voir que le s a été enlevé. Maintenant, on a la permission x, on a la permission d'exécution. D'accord? Donc, je vais revenir maintenant en mode simple utilisateur. D'accord? Donc, j'ai enlevé le bit SUID de la commande passwd. Je vais exécuter la commande passwd en tant que simple utilisateur. Monsieur. Oui. بلي شنو هي اليوتيليتي نتاعها هذا؟ Je suis en train d'expliquer ça. اوكي monsieur. La manipulation. Et je vais répéter. Donc, je vais essayer de changer le mot de passe en tant que simple utilisateur. D'accord? Donc, je vais mettre le nouveau mot de passe. Mais, répéter. Je vais taper le mot de passe. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme erreur? J'ai une erreur, donc je ne peux pas faire ça à l'aide de la commande passwd. On a une erreur d'authentification. Allez, pourquoi je ne peux pas? لازمك تكونكتي en tant qu'administrateur. Ouais. Donc, il faut se connecter en mode administrateur. Mais, en côté, comme commande passwd, elle peut être exécutée en mode simple utilisateur. Un utilisateur peut changer son mot de passe. Oui ou non? لا مسيو معناتها هذه تخطر كان جات عندك البيرميسيون كيما كانت اس توا مش اكس معناها. Oui. Allez, خاطر si le نحيتو simple, ليغيتاج مسيو توا نحيت c'est ça. عملت Donc, اس بكري نحيت توا ما دونك tu peux pas معناتها changer le exactement. mot de passe. D'accord. Donc, si le simple utilisateur lance la commande passwd, elle va s'exécuter avec les permissions du simple utilisateur. D'accord? Et le simple utilisateur peut changer le fichier /etc/shadow. Il appartient à l'utilisateur root
et il n'y a pas de permission de modification pour les autres utilisateurs. D'accord? Donc, EPASWD n'a pas fonctionné pour le simple utilisateur. Mais, en tant qu'administrateur, on veut que le simple utilisateur change son mot de passe. Le mot de passe ne va pas être changé par l'administrateur de la machine. Les utilisateurs peuvent changer leur propre mot de passe. Donc, pour ça, il faut que la commande passwd hérite les permissions du super utilisateur. D'accord? Donc, comment faire ça? Comme j'ai dit, il faut ajouter le bit SUI. Donc, je vais mettre ici. Monsieur Blé, dites في الفوليوم تاعك شوية. Le volume max. Est-ce que vous m'entendez, les autres? Oui, monsieur. اسمع فيك. D'accord. Mais il se peut le micro. شوي يا مسيو. اسمع فيا. Moi, je vous entends. Hein. اي نسمع فيك. Ben, donc, ce que je vais faire maintenant, donc je vais ajouter la permission étendue de SUID. Donc, comment faire ça? C'est hashmod, quoi? U plus S. U plus S est la commande /user /bin /passwd. D'accord? Là aussi, je fais ls-l pour cette commande. Donc, vous allez voir, il y a ici la lettre S au lieu de la lettre X dans le champ d'exécution. D'accord? Maintenant, le simple utilisateur, s'il lance la commande passwd, il peut changer le mot de passe. D'accord? شنو الروج؟ Ah, la coloration du terminal, c'est une préférence là. Normalement, le terminal, ma femme, j'ai des couleurs, mais le terminal, il supporte les fiches des modifications pour indiquer ici que le fichier /etc /user/bin wd, il a les permissions étendues SUID. Hein. Normalement, on va vert. On a ls-r /bin. Les fichiers exécutables sont verts. Hein. Mais c'est juste une préférence. C'est pas important. D'accord? Comme les fichiers, les liens en bleu et ainsi de suite. Hein. C'est pas important. Ce sont juste des couleurs. Pour connaître exactement les permissions du fichier, dans le ls-l, et vous allez avoir les détails sur le fichier. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, la permission, on peut l'appliquer sur un groupe d'utilisateurs. D'accord? La même chose. G plus S. D'accord? Et toi, le groupe, on a le bit G UID. SGID. Vous voyez le S ici. L'année, c'est pour dire le groupe, l'utilisateur qui va lancer la commande, son groupe, il va hériter, voilà, s'il appartient au même groupe, il va hériter les droits du groupe, du propriétaire. D'accord? Est-ce que c'est clair ou non? On peut l'appliquer pour l'utilisateur et pour le groupe. D'accord? Oui ou non? Juste, monsieur, on a changé le X du groupe. On a de changer à S, monsieur, c'est ça? Oui, C'est ça.
qui dit de S, معناها la permission étendue SGID. B. Donc, comme j'ai dit, on peut appliquer les exécutables. Ça, c'est le cas particulier si on applique sur un répertoire. D'accord? وقت on applique ça sur un répertoire, il y a un répertoire partagé. D'accord? Par exemple, je vais faire un exemple. Ce que je vais faire, je vais créer un répertoire sous la racine. Donc, je vais être en mode super utilisateur. Ben, ce que je vais faire, je vais un répertoire famille Java. D'accord? Par exemple, je vais le créer dans le répertoire où on peut stocker les données. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mkdir slash var slash Java. D'accord? Java groupe 1, par exemple. C'est un groupe c'est un répertoire qui sera partagé entre des étudiants qui travaillent sur un projet Java. D'accord? Je vais afficher les permissions pour ce répertoire. Donc, slash var et voici le fichier Java, le répertoire Java groupe 1. Donc, les permissions, donc RWX, RX, le groupe propriétaire de ce fichier, root, il peut lire et écrire. Donc, ce que je vais changer le propriétaire du groupe, du répertoire, groupe propriétaire. Comment faire ça? Je fais la dernière fois. Donc, pour changer l'utilisateur propriétaire, comment faire ça? Donc, c'est change owner. Option présidentielle, on a vu ça. Donc, owner, c'est pour changer le propriétaire. Donc, je vais rendre le propriétaire du répertoire l'utilisateur esprit. Hein. Il y a un membre du groupe. Donc, slash var, slash. D'accord? Et pour le groupe, je vais créer un nouveau groupe. Je sais mieux le groupe avec. Java. Java. Le groupe avec, c'est pour les utilisateurs, voilà, les étudiants membres du projet. D'accord? D'accord? Ben, on va changer le propriétaire du répertoire. Groupe propriétaire, je sais mieux. Change groupe, Java, et on va mettre ce répertoire. Slash var, slash Java groupe 1. Alors, si je fais ls-l, donc pour le répertoire Java groupe 1, l'utilisateur propriétaire ou le groupe propriétaire, c'est Java. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? On a créé un répertoire. Pour ce répertoire, c'est un répertoire qui sera utilisé par les utilisateurs du groupe Java. Je vais changer les permissions pour ce répertoire. Donc, pour les autres utilisateurs, ils peuvent seulement consulter. Donc, qu'est-ce que je dois écrire ici? Quelle est la valeur que je dois écrire? Pour le groupe propriétaire, ils peuvent écrire, lire, écrire et exécuter.
C'est 7. où les autres utilisateurs ne peuvent rien faire. 0. 0. D'accord? Donc, le répertoire, c'est /var /java. Et c'est ça. Hein? Donc, si je fais ls-, maintenant, vous voyez que j'ai affecté les permissions au groupe Java. Mais seulement les membres du groupe Java, dire le projet Java, ils peuvent modifier le contenu de ce répertoire, créer des fichiers et supprimer les fichiers, exécuter les fichiers au sein. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, l'utilisateur Esprit, il est membre du groupe Java. Le groupe Java et le groupe secondaire de l'utilisateur Esprit. Comment on fait ça? نستعمل الكوماند g pass wd. On veut que l'utilisateur Esprit a la commande groups Esprit. Donc, Esprit, il est membre d'un seul groupe. Hein. Et le groupe Esprit. Donc, vous voyez, il est membre, l'utilisateur Esprit, il est membre. Il a comme groupe primaire le groupe Esprit. On marche dans le groupe secondaire. Qui veut un groupe secondaire. Je fais la séance précédente. Pour créer un utilisateur, nous avons la commande user add. D'accord? Pour modifier les caractéristiques d'un groupe existant. Voilà, d'un utilisateur existant. On a la commande user mode pour modifier. On a la commande group mode pour modifier le groupe. D'accord? Oui, monsieur, هكا يوزر مود باش نبدلوا مثلا الجروب اللي يبدا اليوتيليزاتور في وسطه. La commande يوزر مود. user mode. Donc user mode موان جي. -g أكهو. ها مسيو موان جي هيك معناتها بوتي جي ظهر لي باش تبدل الجروب الاولاني وجران جي باش تبدل. تيري justement avec علاش عطيتكم manuel pour خاطر ما حطيتهاش في الكور. J'ai pas mis cette option dans le cours. Donc -g là, elle va modifier le groupe. Maintenant on veut ajouter. D'accord? Donc il faut mettre -a suivi par g. Donc -ag. A pour dire append. On ne va pas écraser, mais plutôt on va ajouter. Est-ce que c'est clair? Alors, on ne va pas modifier le groupe primaire. On va ajouter l'utilisateur, ajouter un groupe secondaire. Donc, -a suivi par g. D'accord? Donc, c'est user mode -ag Java. L'utilisateur, c'est Esprit. Donc, si je fais maintenant ID Esprit, vous voyez que l'utilisateur Esprit, il a comme groupe primaire Esprit et comme groupe secondaire maintenant Java. On a le groupe Esprit. L'utilisateur Esprit, il appartient à deux groupes. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair. Ben, maintenant, les utilisateurs le projet Java, ils vont appartenir comme le groupe Java. L'objectif, ils doivent avoir un commun où ils peuvent déposer leurs travaux, leurs fichiers, sans autres utilisateurs du serveur puissent modifier le contenu de ce répertoire. Maintenant, les droits soient réservés seulement pour ces utilisateurs. Maintenant, un répertoire partagé pour un nombre particulier d'utilisateurs. D'accord? Ben, pourquoi je suis en train de faire ça? Voilà, d'expliquer tout ça, parce que
je vais maintenant aller au répertoire Java. Je vais vous montrer le problème. Donc, l'année, je vais créer un fichier. Mais je vais entrer en tant que simple utilisateur, l'utilisateur esprit. Donc, je suis connecté avec l'utilisateur esprit. Et puis, le répertoire, je vais aller dans le répertoire /var/ donc, est-ce que j'ai modifié les permissions pour le répertoire? Donc, je vais répéter. Donc, /var/ groupe 1, S-L plutôt. Donc, le groupe, il peut lire, écrire et exécuter. Et je dois faire ça d'une manière récursive. بالله فاش ما فهمتش فاش نعمل بالضبط. Un instant. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un fichier en tant qu'utilisateur, en tant que simple utilisateur. Et je vais vous montrer que le fichier n'appartient pas au groupe Java. D'accord? Ce que je vais vous montrer, c'est que si le répertoire appartient au groupe Java, les utilisateurs qui peuvent accéder au groupe Java, ils peuvent accéder, ils peuvent au fichier. Amadima, le fichier, il appartient à celui qui l'a créé. D'accord? Maintenant, avec un utilisateur développeur 1, un autre utilisateur développeur 2, quand lui a le fichier, il va avoir les permissions du propriétaire, moi les permissions du groupe secondaire. Ce sera les permissions du groupe primaire. Du coup, les utilisateurs ou les membres du groupe Java ne peuvent pas changer leur fichier. Quel est le fichier? D'accord? Donc la solution, c'est quoi? C'est d'accorder la permission étendue SJID au répertoire pair, lié au répertoire Java, et comme ça, tous les utilisateurs, lorsqu'ils créent un répertoire ou un fichier dans ce répertoire, ce fichier, il va appartenir au groupe Java, non pas au groupe primaire de l'utilisateur. L'utilisateur esprit que je viens de montrer, s'il crée un fichier, le fichier ne va pas être propriété du groupe esprit, mais plutôt du groupe Java, le groupe secondaire. D'accord? On ajoute ce bit, le JUID, à un. C'est clair que je voulais vous montrer. Ou non? Oui ou non? Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre ici, c'est hashmod-r. Ici, je vais mettre 6, قداش قلنا 4, d'accord, pour dire récursif. Je vais changer, on va sortir du camp du super utilisé. Je vais fermer le terminal et ouvrir une nouvelle session. Ben, est-ce que l'utilisateur
je vais باش تعدل manipulation هذه تنرجع لها من بعد. Alors l'objectif c'est que comme j'ai dit, si l'utilisateur esprit crée un fichier, je vais mettre par exemple touch fichier et je vais afficher les permissions de ce fichier. Vous voyez que le fichier il appartient à quel groupe? Groupe esprit, le groupe primaire de l'utilisateur esprit. D'accord? Or, avec un utilisateur esprit, il va manipuler, voilà, chaque utilisateur membre du groupe Java, il va créer des fichiers dans le groupe, dans le répertoire Java. On veut que ces fichiers appartiennent au groupe Java, le groupe primaire, secondaire Java, où il y a les propriétaires. Hein. Donc, comment faire ça? Donc, il faut appliquer les permissions étendues GUID. Donc, chmod G plus S. Et ici, on va mettre le répertoire. Donc, si je fais ls plutôt ls-l/var, vous allez voir que maintenant, le bit S, il est appliqué pour le groupe. Hein. D'accord? monsieur, احنا نجموا نبدلوهم بالبرميسيون بس يا شباب معليش نعملوا فيهم السي والكل هذوكا Les نقراو النجوم معناها الاس دي والكل انت نجم تبدلهم بالسي شباب. c'est ça. Donc, je vais vous montrer un exemple. J'ai créé un fichier, j'ai ajouté quelques permissions pour le répertoire et je suis entré avec l'utilisateur root et j'ai créé un fichier, un touch fichier dans le répertoire Java Group 1. Donc, comme vous voyez ici, quel est le groupe propriétaire du fichier? Java. Quelle est la permission que je vais l'enlever? Je vais ici mettre chmod G-S. D'accord? Et je vais refaire la même chose. Fichier 2. D'accord? Et je vais faire S-L. D'accord? Vous voyez que le fichier 2 que j'ai créé, sans cette permission, il appartient au groupe root. D'accord? Le fichier que j'ai créé lorsque j'ai ajouté cette permission, donc S, j'ai dit pour le répertoire, il appartient au groupe Java. Fin de différence, si on met la permission GUID pour le répertoire, et le fichier ce répertoire avec, il appartient au groupe propriétaire du répertoire. Il appartient au groupe primaire de l'utilisateur. D'accord? Maintenant, les utilisateurs, lorsqu'ils vont créer des fichiers, des fichiers du groupe Java. L'utilisateur a un groupe primaire, leur groupe primaire. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. D'accord. Bien. Donc, je reviens maintenant à cette permission. Prenez d'abord la permission SUID. Donc, SUID, lorsqu'elle est appliquée sur un exécutable, elle va permettre l'héritage des permissions du propriétaire de l'exécutable. Sauf là l'exemple, la commande passwd. Même chose pour le bit SGID, mais ça sera pour le groupe. Allez, on peut accorder
la permission sur un exécutable pour le groupe. Pour un répertoire, si on applique ça pour un répertoire, ça sera pour que les fichiers créés appartiennent au groupe propriétaire du répertoire. Les fichiers créés dans le répertoire n'appartiennent pas au groupe primaire des utilisateurs, mais plutôt au groupe propriétaire du répertoire. D'accord? Et c'est le cas utilisé pour les répertoires partagés entre un ensemble d'utilisateurs. Est-ce que c'est clair? Donc, et comme j'ai dit, donc pour ajouter cette permission, donc c'est chmod U plus S ou le G plus S pour le groupe, ou bien vous ajoutez la valeur octale 4000 pour le SUID ou 2000 pour le SJID. Par exemple, si on met chmod 455, 755, donc ici, c'est pour dire le bit SUID, il est activé. Si on met 2 avant les permissions classiques, le bit SJID sera activé. Est-ce que c'est clair? Oui. B. Donc, pour changer cette permission, ou bien le propriétaire du fichier ou l'administrateur du root qui peut changer ce droit. D'accord? Un simple utilisateur, il change les permissions à un fichier qui appartient à un autre utilisateur. D'accord? B. Et le bit SUID, donc pour les exécutables ou SJID, n'a pas de sens si le fichier n'est pas exécutable. Avec lequel le fichier n'est pas exécutable, même ça n'a pas de sens d'ajouter le bit S, voilà, de l'activer. D'accord? Donc si c'est pas exécutable, le petit S, s'il n'y a pas les permissions d'exécution, le petit S sera remplacé par un grand S. D'accord? Il y a la permission, elle est activée, le fichier n'est pas exécutable. Ça ne sert à rien. Donc vous allez voir ça comme un grand S si vous faites ls-l. Est-ce que c'est clair? Quand est-ce que le grand S remplace le petit S, monsieur? Lorsque le fichier a la permission d'exécution. Petit S. Et lequel vous ajoutez le bit SUID à un fichier qui n'est pas exécutable, et ça ne sert à rien de le faire. Grand S. D'accord? D'accord, monsieur. B. Donc, je passe à la permission étendue suivante, et le sticky bit. Donc, le sticky bit, ça permet d'affecter une protection contre l'effacement du contenu d'un répertoire. On peut prendre comme exemple le répertoire /temp. Donc, je vais vous montrer ce répertoire. Donc, le répertoire /temp, c'est un répertoire partagé entre plusieurs utilisateurs et qui sert à stocker des fichiers temporaires. D'accord? B. Donc, si je fais ls-l et j'affiche les permissions du répertoire temp, vous allez voir que ce répertoire, voilà, toutes les permissions, ils sont activées pour ce répertoire. Read, write, execute pour pour l'utilisateur propriétaire, les root, le groupe propriétaire et les autres utilisateurs. Et c'est normal parce que
c'est un répertoire partagé par tout le monde. Le répertoire temp, c'est un répertoire où tout le monde peut stocker des fichiers temporaires. Tous les utilisateurs connectés au serveur. D'accord? C'est quoi le problème avec lequel on met de telles permissions? C'est que un utilisateur, il peut supprimer les fichiers d'un autre utilisateur. J'ai téléchargé un fichier, je l'ai mis dans le répertoire temp. Un autre utilisateur connecté, il supprime ce fichier. D'accord? Donc, l'année pour protéger les fichiers contre leur suppression, seulement le propriétaire du fichier qui peut le supprimer, on ajoute une permission spéciale, liée le sticky bit. Donc, le sticky bit, que vous voyez à la fin. Donc, si on ajoute le sticky bit, les utilisateurs, ils peuvent supprimer que leurs fichiers. Ils ne peuvent pas supprimer des fichiers qui appartiennent à d'autres utilisateurs. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, comment ajouter cette permission? Donc, vous faites chmod O, donc O pour dire other, plus T. Donc, si vous mettez ça, vous pouvez protéger les fichiers. Vous voyez comme exemple, ou bien c'est clair? On fait un exemple. D'accord. Donc, je vais me voir le contenu du répertoire temp. Donc, ls-l/temp. Donc, il y a des fichiers qui sont créés par des utilisateurs différents. Hein. D'accord? Ça m'a esprit, ça m'avait c'est c'est un utilisateur applicatif, d'accord? Donc, avec lequel on enlève le bit T, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais faire chmod O moins T slash temp, d'accord? J'ai enlevé le sticky bit du répertoire temp, d'accord? X, il n'y a pas le T à la fin. Alors, je vais créer un fichier, je vais sortir de l'utilisateur root et je vais créer un fichier dans le répertoire temp. B. Alors, je vais afficher le contenu du répertoire temp. B. Vous voyez le fichier qui a été créé sont les permissions les عندهم. Read write. Maintenant, les autres, les membres du groupe, ils peuvent supprimer ce fichier. D'accord? On est en write. Donc, ils peuvent supprimer ce fichier. Maintenant, Keniji utilisateur R, il peut supprimer ce fichier. Ou les fichiers créés lorsque on utilisait le sticky bit. Donc, comme vous voyez, les permissions, ils sont seulement pour l'utilisateur propriétaire du fichier. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, donc, le sticky bit, donc je vais remettre ce sticky bit parce que on l'applique pour le répertoire temp. Hein. Le répertoire temp contient cette permission étendue, donc le sticky bit, pour protéger les fichiers contre la suppression par d'autres utilisateurs. Donc, comment l'ajouter? Donc, chmod O plus T et slash temp.
Donc maintenant, on a le sticky bit qui est activé. Ouais, et là, on peut l'ajouter avec la valeur octal 1000. Hein. Pour faire ça, donc c'est hashmode 1777/temp pour que le sticky bit soit être activé. C'est clair? B. Donc, à part les permissions étendues, donc SGID ou UID et le sticky bit, les fichiers, ils ont des attributs sur le système de fichiers. Lorsque on formate un disque, donc voilà, après le formatage d'un disque, on installe ce qu'on appelle un système de fichiers. On va voir ça dans un chapitre à part, mais il faut savoir qu'il y a un système qui organise les fichiers sur le disque. Hein. Ce système, il s'appelle système de fichiers. Donc, exemple, Tasmobi NTFS ou bien FAT32 pour Windows, sous Linux Extended 2 ou bien Extended 3, Extended 4. Tout ça, ce sont des systèmes qui organisent les fichiers sur le disque. D'accord? Donc, on peut comparer ça à un sommaire d'un livre. Donc, pour trouver un chapitre ou une information dans un livre, qu'est-ce qu'on fait? On consulte le sommaire et là, on va trouver le titre du chapitre et le numéro de la page. D'accord? Comme ça, on peut accéder directement au chapitre. C'est le même principe sur les disques durs. On a un système où il y a les noms des fichiers et leur emplacement sur le disque, plus d'autres caractéristiques. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, dans le système de fichiers, on peut modifier des attributs. Les fichiers, ils peuvent avoir des attributs dans le système de fichiers. Alors, pour connaître ces attributs, donc, par exemple, je vais mettre ls, je vais utiliser la commande ls attribute et le nom du fichier. Donc, vous voyez ici les tirés. Alors, ce sont tous des attributs qu'on peut modifier. D'accord? Donc, on peut modifier ça avec la commande change attribut. Donc, pour connaître quels sont ces attributs, vous pouvez consulter la commande ma, consulter le manuel de change attribut. Vous allez trouver plusieurs attributs. Hein, qui m'a le C pour dire est-ce que le fichier sera compressé ou non, est-ce qu'il est journalisé ou non, est-ce que la suppression elle est sécurisée ou non. Donc, il y a plusieurs attributs. Pour l'instant, on n'a pas vu les systèmes de fichiers, donc sachez que ces attributs ils sont utilisés pour stocker le fichier sur le disque. C'est pour les fichiers stockés sur le disque. Je vais vous montrer un exemple de ces attributs. Hein. Donc, pour changer les attributs, vous changez attribut plus le nom, voilà, la lettre qui représente l'attribut et le fichier. Donc, parmi ces attributs, il y a l'attribut i. I, c'est pour dire, on ne peut pas supprimer le fichier même si on est super utilisateur. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, pour le fichier que j'ai ici, sur ma machine, il appartient à l'utilisateur esprit. Et en tant que super utilisateur, je peux le supprimer. D'accord? Je vais changer l'attribut de ce fichier. Donc, je vais utiliser la commande change attribut et je vais mettre plus i fichier. D'accord? Maintenant, si je fais ls attribut fichier, vous allez voir que l'attribut i, il est activé. D'accord? Si je fais rm fichier, je suis connecté avec le super utilisateur. Je vais dire oui. Donc, impossible de supprimer fichier. Opération non permise. Donc, le fichier on ne peut pas le supprimer du disque parce que
dans le système de fichiers, qui organise les fichiers sur le disque, il interdit ça grâce à cet attribut. Est-ce que c'est clair? Même si je suis super utilisateur, je ne peux pas faire ça. monsieur Oui. معناه كي ما زدناش الاي كنا نجمو نفسخوه الفيشي. Alors, je vais enlever le i, l'attribut i. Donc, je vais mettre moins i, fichier. D'accord? Donc, j'ai enlevé le i, je vais mettre rm, fichier. Oui. Alors, si je fais ls, le fichier a été supprimé. Parce que je suis super utilisateur, je peux supprimer n'importe quel fichier sur la machine. D'accord? Voilà. Mais dès que j'ajoute l'attribut i, je ne peux pas supprimer le système du fichier installé pour ma machine, c'est extended file, va interdire la suppression du fichier. Donc, les attributs que vous voyez ici n'existent pas dans tous les systèmes de fichiers. On va voir ça en détail. Ça m'a des attributs qui existent dans un système de fichiers qui n'existent pas dans d'autres systèmes de fichiers. D'accord? Mais sachez qu'il y a des attributs qu'on peut modifier à l'aide de la commande change attribut. Donc, pour afficher les attributs, donc c'est ls attribut, et pour changer les attributs, c'est change attribut. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Ben. Monsieur, un autre utilisateur, il peut supprimer le fichier. إذا كان نحط l'attribut i. Non. حتى إذا كان عنده permission de suppression. Même l'utilisateur, il ne peut pas supprimer son propre fichier. إذا كان أنا صنعت fichier l'utilisateur esprit وبعد حطيت l'attribut i, je ne peux pas supprimer ce fichier. Voilà. D'accord. Tout le monde. La protection, comme l'utilisateur root pour vous dire, l'utilisateur root a tous les droits et il ne peut pas supprimer. D'accord? D'accord. Vous avez un fichier que vous voulez protéger sur votre disque, le problème il se pose. Et quand vous avez un fichier que vous voulez protéger et qui est dans un répertoire, là, vous supprimez le répertoire et le fichier sera perdu par erreur. Donc, il est que le fichier ne soit pas supprimé, t'actives l'attribut i, comme ça, même si par erreur on essaie de supprimer le répertoire ou la hash, le fichier il ne va pas être supprimé. Il est protégé au niveau du disque. D'accord. Donc, je passe à une autre partie. Donc, tout ça, ça fait partie du chapitre gestion des utilisateurs et les permissions étendues. Donc, je vais passer à une autre partie, qui est l'environnement utilisateur. Donc, lorsque on se connecte, il y a des préférences qui sont chargées pour l'utilisateur et pour le shell utilisé. Donc, ces préférences ou ces configurations, ils sont dans des fichiers cachés dans le répertoire de l'utilisateur. Et ces fichiers qui s'appellent .bashrc et .profile. Donc, je vais vous montrer ces fichiers. Donc, je vais aller au répertoire home de l'utilisateur, donc /home /esprit. Si je fais ls-a, vous allez voir ici qu'il y a des fichiers cachés. Les fichiers cachés commencent par point. Parmi ces fichiers cachés, il y a le fichier .bashrc et .bash-profile. Donc, je vais afficher ce fichier, donc 4.bashrc. Donc, ce que vous allez trouver ici, c'est des préférences, c'est un script shell qui représente les préférences du shell
chargé pour l'utilisateur. D'accord? Au point bash profile, c'est les préférences de l'utilisateur. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez ajouter un répertoire à la variable d'environnement path, vous pouvez le faire ici. Hein. À chaque fois que vous démarrez la session de l'utilisateur, vous pouvez exécuter des commandes. D'accord? Avec le chemin de préférence. Donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Je vais voir les préférences de l'utilisateur root. Donc, je suis dans le répertoire home de l'utilisateur root et je vais afficher le fichier .bash rc. Donc, par exemple, ici, j'en alias rm égale rm-i. Si on tape la commande rm, elle va être exécutée avec l'option i. L'option i, c'est pour dire le mode interactif. D'accord? Pour le simple utilisateur, on peut utiliser la commande rm directement. Pour l'utilisateur root, pour protéger les fichiers contre la suppression, on va utiliser toujours le mode interactif. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais créer un fichier à l'aide de l'utilisateur root. Là aussi, j'essaie d'effacer ce fichier. Ginny, est-ce que vous voulez supprimer ce fichier? Je dois répondre à cette question pour pouvoir supprimer le fichier. C'est le mode interactif. D'accord? Donc ça, c'est une préférence qui est pour l'utilisateur root. Est-ce que c'est clair? C'est un exemple de préférence pour l'utilisateur root. C'est clair? Et quand vous voulez modifier ou personnaliser le shell pour un utilisateur, mettez ça dans le fichier .bash rc. C'est un fichier, c'est un script qui va être exécuté à chaque fois qu'on lance le terminal. Hein. Donc, il y a deux fichiers, donc /etc/profile et /etc/bashrc qui contiennent les préférences, voilà, les configurations pour tous les utilisateurs, voilà, communes à tous les utilisateurs. On a des préférences communes et des préférences pour chaque utilisateur. Donc, les préférences pour chaque utilisateur, c'est dans les répertoires, voilà, les fichiers cachés du répertoire personnel de l'utilisateur. Est-ce que c'est clair ou non? Ben, donc, lorsqu'on ouvre une session, le fichier /etc/profile est exécuté, malgré tout ce qui est comma, en bas, les fichiers .bash-profile, .bashrc sont exécutés pour les préférences de l'utilisateur, pour les préférences uniques à l'utilisateur. Donc, .bash-profile est exécuté que lorsqu'on se connecte à nouveau, ou .bashrc, il est exécuté à chaque fois qu'on lance le terminal. D'accord? Chaque fois qu'on lance le terminal, voilà l'interpréteur shell, le script .bashrc, il est exécuté. Est-ce qu'il y a des questions? Ça m'a des questions, voilà, je fais un exemple. Ah, monsieur, amène un exemple. D'accord. Ben, donc, je vais par exemple dans le fichier .bashrc, ça met une variable, je vais par exemple faire ça. Donc, il y a une variable qui s'appelle ps1. Donc, cette variable fait ce qui est affiché ici dans l'invité de commande. /u, voilà, anti/u, c'est pour dire le nom de l'utilisateur. @anti/h, c'est pour dire le nom de du hôte. Ou anti/w, c'est pour dire le répertoire courant.
D'accord? Je vais modifier cette variable. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est dans quel fichier on va modifier ça? Je vais modifier ça pour l'utilisateur esprit. C'est dans le fichier. Est-ce que c'est une modification pour tous les utilisateurs? Non, Si c'est pour tous les utilisateurs, on change ça dans le fichier /etc /etc bash rc. Hein. Donc c'est /etc. Donc le fichier ici il s'appelle /etc/profile et /etc/profile. Oui. Donc si c'est pour tous les utilisateurs, c'est /etc/profile. Si c'est pour un utilisateur particulier, c'est dans son répertoire personnel. Hein. Donc la machine est bloquée. Ben, elle n'est pas bloquée. Donc, IVECN pour tous les utilisateurs, ça sera dans ETC /RC. D'accord? Donc, مش باتانا كي يبداو الناس الكل نحطوا سلاش بروفايل. Allez, profile ou /RC. Donc, profile, allez, bash, c'est pour les préférences du shell. Ou le profile, c'est les préférences de l'utilisateur. D'accord? Alors, on va modifier l'affichage ici dans l'interpréteur shell. Donc, on va modifier les préférences de l'interpréteur shell. D'accord? J'ai affiché les préférences pour tous les utilisateurs. Tawa pour le simple utilisateur, on a les préférences. Donc, c'est /home /esprit et .bash rc. Avec les préférences d'un simple utilisateur esprit. D'accord? Ce que je vais faire, nano /home /esprit .bash rc. Hein. D'accord? J'ai édité ce fichier, j'ai pas fait ça avant, hein, la manipulation que je vais faire maintenant. Donc, je vais mettre la variable PS1, les côtés qu'on fait à ce qui est affiché. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon nom, suivi par, on peut mettre par exemple dièse, espace. Je vais mettre ça entre deux cotes. Pour dire, tu as l'invité de comment, je veux l'afficher de cette manière. D'accord? Je vais enregistrer. Oui. Je vais changer maintenant d'utilisateur. D'accord? Et je vais sortir du shell et fermer le terminal et l'ouvrir à nouveau. Hein. Donc, vous voyez ici ce qui est affiché dans le terminal, le nom de l'utilisateur est suivi par le nom du hôte, bas de répétoire, voilà, tout simplement, j'affiche mon nom. Une préférence pour le terminal. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? C'est un exemple. Alors, on peut modifier beaucoup de choses. Hein. تسمع فيا ولا ايه؟ اي مش نسمع فيك ما فهمتش انا الحقيقه. حتى انا ما فهمتش. D'accord. Donc je répète. Si vous voulez modifier les préférences du shell, vous personnalisez l'environnement shell. Donc vous pouvez utiliser le fichier .bash rc.
un fichier caché qui se trouve dans le répertoire home de l'utilisateur. Donc, point bash s. Donc, c'est un fichier qui sera, voilà, un script qui sera exécuté lorsque on lance le terminal. D'accord? Ce que j'ai fait une personnalisation. J'ai modifié la variable d'environnement PS1 qui contient ce qui est affiché dans l'invité de commande. Je vais supprimer ça. Alors, je vais remettre la variable telle qu'elle est. Donc, je vais éditer le fichier .bashrc et je vais supprimer cette variable. Je vais enregistrer. Lorsque j'ouvre le terminal, la variable PS1, il contient ce qui est commun à tous les utilisateurs. Elle est le nom de l'utilisateur suivi par le nom du hôte, en bas le répertoire. Donc nom d'utilisateur, hôte et répertoire. Est-ce que c'est clair? C'est un exemple de modification. Oui, monsieur. On fait un autre exemple. أي مش خلينا نعمله بالباش بروفايل. Il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier. Alors l'année, je suis en train de modifier les préférences du shell. On ne va pas mettre n'importe quoi Z dans les variables, les scripts d'environnement. Donc bash profile. L'année, ce qu'on peut mettre, je ne veux pas mettre du n'importe quoi. L'année, ce qu'on peut mettre, c'est quelque chose qui est chargé ou exécuté lorsque l'utilisateur se connecte. Elle est, par exemple, la modification de la variable d'environnement path. Dès que l'utilisateur il est connecté, la variable d'environnement path contient cette valeur. Je ferme le terminal et je l'ouvre. D'après la variable, elle contient cette valeur. Elle n'est pas chargée à chaque fois que j'ouvre le terminal, mais plutôt lorsque la session est ouverte. La différence entre le bash RC et bash profile, c'est quand est-ce que le script il est exécuté. On peut mettre ce qu'on veut dans les deux scripts. Est-ce que c'est clair ou non? Oui ou non? B. Donc, je reviens au cours. Donc, la dernière chose qu'on va voir dans ce chapitre, parce que on va manipuler les fichiers .bashrc, .bashprofile. Donc, généralement, on va manipuler les variables d'environnement. Donc, une variable d'environnement, c'est une variable partagée par tous les programmes dans l'environnement ouvert, voilà, la session ouverte. D'accord? Donc, pour connaître ces variables, donc vous pouvez taper la commande env, env, et vous allez avoir une liste de variables. Donc, généralement, les variables d'environnement sont écrites en majuscules. Et vous allez trouver beaucoup de variables qui contiennent des informations comme log name, le nom de l'utilisateur, /home, le chemin vers le répertoire home de l'utilisateur, username, le nom de l'utilisateur, le shell par défaut, donc dans la variable shell, il y en a plusieurs, hein, d'accord? Path, la variable d'environnement path, et ainsi de suite, hein, d'accord?
Donc, comment modifier ces variables? Donc, il suffit de mettre le nom de la variable et affecter une valeur. D'accord? Pour changer une variable, le nom de la variable est égal à la valeur. Donc, bien sûr, pour afficher, on utilise la commande echo et on met $$ avant le nom de la variable. Maintenant, si je vais, par exemple, afficher la variable path, je mets $, puis suivi par path. Voilà la variable log name. Donc, je mets $$ avant le nom de la variable. Pour affecter une valeur à une variable, donc, je mets le nom de la variable et j'affecte une valeur. J'ai modifié la variable seulement pour la session ouverte. Donc, pour que la variable ou la valeur ou les changements soient visibles par tous les shells et les programmes, donc il faut mettre export et le nom de la variable. Et là, directement, vous mettez export, le nom de la variable égale la valeur. Pour supprimer une variable, vous faites un set et le nom de la variable. Est-ce que c'est clair? تسمعوا فيا ولا؟ هذا ما بيش مش نستعملوه مسيو. نسيت Les variables d'environnement. لا جيت نسيت مسيو الفارني معناتها بعد ما تحطوا نسيت الفارني يرجع فارغ معناها ما فيه شيء. بعد ما تعمل un set et la variable n'existe plus. Voilà pour supprimer la variable. Et ما فيها شيء. معناها كي تعمل echo varney ما تلقى حتى شيء. D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? فاش باش نستعملوه مسيو الفاريابل دونفيرونمون؟ Les variables d'environnement, il y en a plusieurs. Hein, par exemple, qui m'a compté comme la variable d'environnement pass, qui est utilisée pour connaître les chemins des exécutables. Comme lorsque vous tapez quelque chose sur le terminal, j'ajoute les commandes introuvables, parce que ce que j'ai tapé n'existe pas dans les chemins qui figurent dans la variable d'environnement pass. Je vais mettre echo $pass. Donc l'année, qu'est-ce que j'ai? J'ai des chemins séparés par 2 points. L'interpréteur shell, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, il va chercher dans ces chemins, est-ce qu'il y a un exécutable qui porte ce nom, qui existe dans ces répertoires. Quand il va exécuter, qui me commande notre fin. Donc la variable path, elle contient le chemin. Ça, c'est un exemple hein, d'utilisation. Voilà comme c'est dans la variable PS1 qui contient ce qui est affiché dans l'invité de commande, donc le nom de l'utilisateur, le hôte et le répertoire. Il y a la variable, par exemple, le nom de l'utilisateur, $user. Vous pouvez utiliser ça dans vos scripts. Un script shell, vous avez par exemple besoin du nom d'utilisateur. Voilà. Donc vous tapez $ et le nom de la variable. On va voir la programmation shell dans un chapitre à part. Maintenant, ce sont des variables qui stockent des valeurs utilisées par les programmes de la session ouverte. C'est clair? واضح. Ben, en principe, vous pouvez faire tout le TP du chapitre gestion d'utilisateur. Comme la dernière fois, la question 9, vous ne pouvez pas la faire, à la khatre, faire les permissions étendues. Vous pouvez terminer tout le TP. La séance prochaine, on va corriger le TP gestion des utilisateurs. On va commencer un nouveau chapitre. D'accord? C'est clair?
واضح monsieur. Il y a des questions. Non. ليه مش بعث لنا الفيديو نتاع القراءة؟ Ben, avec qu'est-ce qu'il fera? Je n'ai pas enregistré, je n'ai pas enseigné ça à distance. Ce que je vais faire, je vais donc voir une vidéo, voilà, mettre une vidéo d'un collègue qui a enseigné ça à distance. Hein. Monsieur بربي كوريكسيون نتاع لي تي بي قلت لك قلنا لك عليهم المرة الأخرى. D'accord, oui, je vais mettre ça. Ben, d'autres remarques ou les questions? لا لك Ah, ben, ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement, je vais le poster tout à l'heure sur Google Classroom et on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine hein, en mode présentiel. Hein. bien بسلام. Ça va. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonjour. Bonne journée, monsieur. Bonne journée.